La rue gronde, la capitale est barricadée, le pays tout entier menace de s'embraser d'une minute à l'autre. Ouais, c'est littéralement le chaos à l'extérieur. C'est ça, le chaos total. Mais à l'intérieur du palais présidentiel, dans un petit salon feutré, la première dame est tranquillement assise à côté d'un immense aquarium. C'est une image assez surréaliste quand on y pense. Ah, mais complètement dingue. Elle a sorti son chéquier et, avec sa secrétaire, elle rédige paisiblement les paiements pour le fleuriste et les fournisseurs locaux. Pendant que le régime s'écroule dehors. Exactement. Bienvenue dans C'est entre nous pour cette nouvelle plongée au cœur de nos archives. Notre mission aujourd'hui, c'est d'explorer l'anatomie d'une chute. Pas celle qu'on lit dans les manuels d'histoire avec, tu sais, le recul des décennies, mais celle vécue de l'intérieur, dans les toutes dernières heures d'un régime absolu. Et pour disséquer ces mécanismes, on s'appuie sur une source de première main qui est absolument exceptionnelle. Bon, décortiquant tout ça, de quoi on parle exactement? Eh bien, il s'agit d'un entretien radiophonique hyper riche qui a été diffusé le 5 février 2026, justement pour marquer les 40 ans de la chute de Jean-Claude Duvalier en Haïti. D'accord. Et la personne au micro, c'est pas n'importe qui, c'est Daniel Suplice. Voilà. Daniel Suplice était un ministre clé, un confident intime du président, et surtout l'un des tout derniers responsables à être resté à ses côtés jusqu'à l'aube du 7 février 1986. Ce qui est fascinant ici, c'est d'avoir accès aux rouages bureaucratiques et psychologiques d'un pouvoir qui s'effondre en temps réel. Bah oui, parce que ce témoignage, en fait, il fait voler en éclats un nombre incalculable de mythes urbains. Pour revenir à notre image d'ouverture avec l'aquarium, là, Le fameux chéquier pour le fleuriste. ouais, on est le 5 février 1986 au matin, donc à peine 48 heures avant le départ définitif en exil. Moi, cette scène, ça me fait penser, je sais pas, à l'orchestre du Titanic qui continue de jouer ou à quelqu'un qui fait tranquillement sa vaisselle pendant que sa maison brûle. Comment c'est possible de signer des chèques pour des fleurs à ce moment-là? C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est un phénomène très documenté dans les cercles de pouvoir qui sont extrêmement isolés. C'est-à-dire? En gros, quand l'autorité suprême perd son emprise sur l'extérieur, sur le pays réel, elle se replie sur le micromanagement de son environnement immédiat, tu vois? Ah, d'accord, pour garder l'illusion du contrôle, quoi. Exactement. Signer des chèques pour des fleurs alors que le régime vit ses dernières heures, c'est pas juste du déni total. C'est une tentative désespérée de prolonger la normalité. La source démontre bien que la fin de ce régime, c'était pas une débandade où tout le monde courait dans les couloirs en brûlant des papiers dans la panique. Ouais, on imagine souvent la scène de film hollywoodien avec les hélicoptères sur le toit. C'est ça. Alors que là, c'était un effondrement géré, presque étouffé sous une forme de bureaucratie somnambulique, en fait. C'est un super terme, la bureaucratie somnambulique. Et d'ailleurs, cette scène précise près de l'aquarium, elle permet à Daniel Suplice de balayer une rumeur super tenace. Laquelle? L'imaginaire collectif adore les figures de l'ombre, tu sais. L'histoire populaire, elle a très souvent dressé le portrait d'une Michelle Bennett, donc la première dame, qui tirerait toutes les ficelles. Ah oui, le cliché de la reine maléfique. Exactement, la femme qui murmure les pires décisions à l'oreille du dictateur. Et pourtant, Supplice, qui a partagé leur quotidien de novembre 85 jusqu'à la toute dernière seconde, il affirme l'exact inverse. C'est vrai que son témoignage est catégorique là-dessus. Ouais, il dit que pendant les réunions de crise, la position de Michel Bennett, elle tenait en une seule phrase, répétée inlassablement: « Je ferai ce que le président a décidé de faire ». C'est hyper intéressant, parce que la diabolisation de l'entourage, c'est une dynamique ultra classique en politique. Ah bon? Pourquoi? Les populations soumises à une dictature, elles ont souvent besoin de rationaliser les actions de leurs dirigeants. Psychologiquement parlant, c'est beaucoup plus facile de croire que le chef est juste mal conseillé ou manipulé par sa femme, plutôt que d'accepter l'arbitraire absolu d'un seul homme. Ah ouais, je vois le genre. C'est une façon de se rassurer quelque part. Tout à fait. Et là, le témoignage recadre une réalité brutale. Le pouvoir de Jean-Claude Duvalier était profondément centralisé. Il n'y avait pas de régent dans l'ombre. Les décisions et surtout les hésitations, elles lui appartenaient à lui seul. D'accord. Alors, voici où ça devient vraiment intéressant. Si la décision de partir relevait de lui seul, qu'est-ce qui a déclenché le point de rupture final? C'est la grande question. Parce que l'hypothèse la plus intuitive, ce serait de dire que la rue est devenue insoutenable, que les manifestations ont eu raison de lui. Ce qui est souvent l'explication officielle. Ouais. Sauf que l'entretien révèle une mécanique beaucoup plus sombre. Le coup de grâce, il n'est pas venu des manifestants. Il est venu d'une trahison de l'intérieur. La fameuse rumeur du faux départ du 31 janvier 1986. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là selon la source?
Alors, à la fin du mois de janvier, il y a une annonce prématurée de la fuite du président qui circule. Ça provoque des scènes de liesse dans le pays qui sont d'ailleurs immédiatement réprimées. Et tout le monde pensait que c'était un coup des Américains, non? Oui, beaucoup de diplomates pensaient qu'il s'agissait d'une manipulation de la CIA pour évaluer la réaction de la population, mais la réalité révélée par les services de renseignement haïtiens de l'époque, elle est tout autre. Les écoutes téléphoniques ont ciblé les propres dignitaires du régime. C'est les écoutes vers le Canada, ça? C'est digne d'un roman d'espionnage, vraiment. Complètement. Les services de Daniel Supplice interceptent des appels d'un certain Roger Lafontan. Et il faut préciser que ce mec-là, c'est pas un opposant modéré, c'est une figure de proue de la ligne dure, l'extrême droite duvaliériste. Les faucons, quoi. Voilà. Il est en exil au Canada, mais il passe des appels à ses partisans restés à Port-au-Prince. Et son message, il est glaçant. C'est-à-dire? Il leur donne l'ordre direct de se tenir prêt à faire un coup d'État, de s'emparer du palais à la seconde même où Duvalier franchira la porte pour partir. Et le complot va même bien au-delà de simples intentions téléphoniques, en fait. Ah oui, les perquisitions. Ouais. Les perquisitions menées discrètement par les services du palais mettent au jour des caches d'armes, des piles de tracts préimprimés et, détail d'un machiavélisme absolu, des stocks entiers de drapeaux américains. Attends, des drapeaux américains, pour quoi faire? L'objectif de la faction dure, c'était de distribuer ces drapeaux dans la rue au moment de leur coup de force pour créer une illusion visuelle. Ah, pour faire croire à un soutien des États-Unis. Exactement. Ils voulaient faire croire à la communauté internationale et aux médias que leur prise de pouvoir violente, c'était un soulèvement populaire soutenu ou au moins toléré par Washington. C'est tordu quand même. Et pour le président Duvalier, ça a dû être un choc sismique de découvrir ça. Un choc total, ouais. Il pensait devoir gérer une crise classique avec son opposition et la rue, et il découvre que son propre camp, la garde prétorienne du régime censée le protéger, s'apprête à massacrer la faction plus modérée, l'entourage lié à sa femme, dès qu'il aura le dos tourné. Il se retrouve avec un pistolet sur la tempe, quoi. Et tenu par ses propres alliés. C'est ça. Si on relie ça à une vision plus globale, c'est quoi l'analyse politique derrière ça ? Si nous relions cela à une vision plus globale, c'est l'illustration parfaite de ce que les politologues appellent le piège du dictateur. Le piège du dictateur ? Ouais. Pour asseoir son autorité, un régime absolutiste s'appuie inévitablement sur une faction radicale chargée des basses œuvres, de la terreur, etc. D'accord. Mais lorsque le leader commence à montrer des signes de fatigue ou bien d'ouverture, ces radicaux deviennent sa plus grande menace. Ils ont beaucoup trop à perdre dans une transition pacifique. Ah, je vois. Ils préfèrent tout faire sauter plutôt que de perdre leurs privilèges. Exactement. L'effondrement autoritaire vient très souvent de cette implosion interne, quand le monstre créé par le régime se retourne contre son maître. Et face à cette tenaille, Duvalier doit faire un choix. Et selon Supplice, il prend une décision qui tranche radicalement avec l'héritage de son père, François Duvalier. Le fameux refus de la machine infernale. Voilà, il avoue à son ministre qu'il refuse d'actionner cette machine infernale. En gros, pour conserver son fauteuil, face à la rue et face à ses propres extrémistes, il lui faudrait déclencher un bain de sang d'une ampleur inédite. Avec le risque énorme de voir l'armée s'entretuer. C'est ça. Et il se dit que s'il faut massacrer à ce point pour rester, il préfère l'exil. Et tu vois, ce refus, il marque une rupture psychologique fascinante. Il refuse de signer le contrat de sang qui définissait le pouvoir de la génération précédente. Il casse le cycle en quelque sorte. Exactement. C'est cette équation très précise. Donc, la peur d'un carnage fratricide, plus la prise de conscience de la trahison de Lafontan, qui acte véritablement la fin du régime. C'est pas juste une capitulation face à la démocratie, c'est surtout un refus de l'escalade morbide. Tout à fait. Le problème, c'est qu'une fois que la décision de partir est actée en secret, il faut l'organiser. Et là, on rentre dans une logistique complètement folle. Préparer la fuite du jour au lendemain pour un homme qui a été président à vie, ça génère des situations d'un cynisme et d'une absurdité effarants. Trouver un pays d'accueil devient un véritable casse-tête, et d'ailleurs, le témoignage remet les pendules à l'heure sur la diplomatie haïtienne. Oui, la rupture avec les États-Unis ne date pas de la veille du départ. Non, elle n'est pas intervenue à la dernière minute en 86, mais 3 ans plus tôt, en 1983. Le récit de Daniel Supplice nous ramène en effet directement dans le bureau ovale lors d'une rencontre hyper tendue avec James Baker. Il s'est passé quoi là-bas ? Eh bien, le contexte de la guerre froide est en train d'évoluer. Les États-Unis considèrent de plus en plus que soutenir aveuglement des dictatures instables, ça crée un terreau fertile pour des révolutions incontrôlables. Logique, d'un point de vue stratégique. Donc Baker exige de Duvalier un calendrier d'élections et une vraie transition démocratique. Et la réponse de Duvalier ? Elle claque comme une porte. La présidence à vie n'est pas négociable.
Ouch! Une phrase lourde de conséquences. C'est le moins qu'on puisse dire. Dès ce moment-là, le compte à rebours est lancé. Le filet de sécurité américain se retire maille par maille. Donc en ce début de février 86, le carnet d'adresses diplomatiques il est singulièrement vide, quoi. Forcément. Il y a bien le ministre jamaïcain Neville Gallimore qui propose discrètement l'asile. Mais c'est une offre catégoriquement rejetée par Duvalier. Lui, il a les yeux rivés sur la France. Ce qui déclenche un véritable ballet nocturne diplomatique. Ah ouais. La source raconte ces nuées blanches à servir de traducteur d'urgence avec l'ambassadeur américain. Supplice va même jusqu'à gérer des appels en pleine nuit avec le vice-président des États-Unis de l'époque, George Bush. Les négociations se font littéralement au bord du précipice. Et finalement, les Américains mettent un avion militaire de transport à disposition pour l'exfiltration. Mais Duvalier pose une condition très spécifique et assez glaçante. Vas-y, raconte. Il exige que 3 officiers de sa garde présidentielle l'accompagnent dans l'avion. Mais attention, le choix de ces 3 hommes est d'un pragmatisme macabre. On sélectionne délibérément 3 militaires qui sont célibataires et sans enfants. Waouh! C'est froid, mais d'une logique implacable. C'est terrible, ouais. En gros, on emmène des hommes dont la disparition ou l'exil ne laisseront ni veuves ni orphelins sur le sol national pour éviter de laisser derrière eux des familles vulnérables aux inévitables représailles des nouveaux maîtres de Port-au-Prince. C'est la gestion des dommages collatéraux poussée à son paroxysme absolu. Et pendant que ces tractations de haut vol engagent la Maison-Blanche, l'Élysée et le palais haïtien, il y a un détail administratif qui survient et qui confine carrément au burlesque. Ah, l'anecdote du passeport. Bah oui, le chef d'État qui gouverne le pays depuis 15 ans n'a jamais voyagé à l'étranger. Résultat, il ne possède aucun document de voyage, aucun passeport. Ça paraît fou aujourd'hui. Mais alors qu'est-ce que tout cela signifie? Au premier abord, on se dit c'est une négligence grossière. Mais en y réfléchissant, il y a une logique inversée ici, non? Complètement. Quand on incarne l'État de manière absolue, on n'a pas besoin de prouver son identité à ses propres douaniers. C'est clair. L'État, c'est moi, donc j'ai pas besoin d'un bout de papier pour le prouver. Ne pas avoir de passeport n'est pas une anomalie, c'est l'ultime privilège de l'autocrate. Mais à l'instant où l'exil devient inévitable, cet homme intouchable doit redevenir un simple citoyen soumis aux règles consulaires internationales. Et le passage du statut de divinité politique à celui de fugitif mortel, ça se cristallise dans cette anecdote incroyable livrée par Supplice. Raconte, parce que c'est vraiment l'image forte de l'entretien. En fait, Daniel Supplice se trouve être, à ce moment précis, responsable de l'immigration. Et dans l'urgence des derniers jours, il est contraint de fabriquer un passeport vierge à la main. Un truc artisanal, quoi. Ouais, carrément. Le président n'a même pas de photo d'identité aux normes. Donc le ministre fouille dans les archives, il trouve une photo officielle de groupe, il prend des ciseaux, découpe minutieusement le visage de Duvalier et il le colle lui-même sur le document. C'est fascinant. Le contraste est vertigineux. D'un côté, on marchande l'exfiltration avec le vice-président de la première puissance mondiale, et de l'autre, on fait du découpage et du collage digne d'un atelier de maternelle pour fournir des papiers d'identité à l'homme le plus puissant du pays. C'est sûr que ce petit carnet bricolé symbolise à lui seul l'évaporation du pouvoir. Ce n'est plus un président, c'est un passager clandestin de l'histoire qu'on est d'affuir. Et cette évaporation du pouvoir, elle trouve son épilogue physique dans la nuit du départ. Les adieux fantomatiques au palais. Ouais, le témoin raconte que, peu avant de monter dans les voitures pour l'aéroport, Duvalier demande à faire un ultime tour du palais. Il traverse seul la salle des bustes, très ému. C'est le seul univers qu'il a connu depuis son adolescence. Et le détail qui frappe la source, c'est qu'il part les mains vides. Il n'emporte absolument rien avec lui, aucun souvenir. Et c'est Supplice lui-même qui referme la portière de la voiture. Le bruit de cette portière qui claque, c'est vraiment le point final d'une époque. Mais le réveil va être brutal. Ah ça, oui. Le retournement de situation le plus violent intervient seulement 48 heures plus tard. Le 9 février, le téléphone de Supplice, qui est resté en Haïti, lui, il sonne. C'est Duvalier appelant depuis la France. Et le ton a drastiquement changé. Fini les honneurs et les égards diplomatiques. Les douaniers et les services secrets français l'ont pas du tout accueilli comme un chef d'État en visite officielle. Ils l'ont traité comme un exilé encombrant. Dès son atterrissage, ses bagages sécurisés sont été saisis. Les autorités françaises confisquent ses mallettes, qui contenaient des documents historiques inestimables. Comme quoi, par exemple? Notamment le manuscrit original de la Constitution de 1964, écrit de la main de son père. Supplice lui avait pourtant vivement déconseillé de voyager avec de telles pièces. Bah oui, il se doutait bien que le parapluie de l'immunité, il allait disparaître direct en atterrissant en France. Exactement. Et cet appel téléphonique va avoir des conséquences désastreuses. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit au téléphone? Duvalier, dépouillé de ses documents, lâche une phrase désespérée à son ancien ministre « Vous mettez ma vie en danger ». Oula.
en dire ça au téléphone. Le problème, c'est qu'il formule cette accusation en sachant pertinemment que toutes les lignes vers Haïti sont désormais sur écoute par les nouvelles autorités sur place. L'erreur fatale. L'effet est immédiat. À la seconde où il raccroche, l'armée haïtienne débarque chez Supplice et perquisitionne son domicile de fond en comble. C'est là qu'on réalise la futilité du pouvoir absolu. L'homme qui refusait de négocier sa présidence à vie en 83 se fait confisquer ses papiers par des douaniers français à peine 3 ans plus tard et met en danger ses propres fidèles par un simple coup de fil. Cela soulève une question importante sur la nature de la loyauté et l'illusion de la protection institutionnelle. C'est-à-dire, Tant que le dirigeant possède son titre, son entourage restreint bénéficie d'une aura d'impunité totale. La proximité avec le chef, c'est une armure. d'accord. Mais lorsque le régime s'effondre, cette armure se désintègre instantanément. Ceux qui géraient les crises diplomatiques et fabriquaient les faux passeports dans l'urgence se retrouvent tragiquement exposés. Ils sont livrés à eux-mêmes. Traqué par le nouveau pouvoir local et méprisé par les puissances étrangères avec lesquelles il négociait d'égal à égal la veille. Exactement. Et l'amertume du témoin est très palpable lorsqu'il évoque les années qui ont suivi. Il parle d'ingratitude, c'est ça, hein? Oui, il souligne l'ingratitude de l'histoire. Il affirme avoir contribué à éviter un bain de sang majeur en organisant ce départ sans heure, mais il n'en a récolté qu'enquête et suspicion. Et je crois qu'en France, on lui a posé des questions assez absurdes, non? Oui, lors d'auditions en France plus tard, les enquêteurs lui demandaient carrément s'il occupait le rôle de pourvoyeur de femmes pour le président. Non, mais c'est n'importe quoi. Des allégations qu'il balaye avec indignation, bien sûr. Il décrit une relation avec le chef de l'État qui était purement intellectuelle et, paradoxalement, maintenue à une certaine distance émotionnelle. Ça montre à quelle vitesse le prestige s'évapore. L'homme qui refusait de négocier face à Washington laisse ses ministres répondre à des rumeurs de caniveau quelques années plus tard. C'est la loi d'airain de la chute des régimes autoritaires. L'illusion du contrôle absolu est impitoyable lorsqu'elle se dissipe. En tout cas, ça prouve que la chute d'un régime est rarement une coupure nette, comme au cinéma. Tout à fait. La source nous démontre magistralement que la fin d'une telle époque, c'est un cocktail lent et complexe. Ouais, un mélange de retrait méthodique des soutiens diplomatiques, de trahisons internes hallucinantes, de paperasserie improvisée au ciseau jusqu'à la dernière minute. Et in fine, la décision psychologique d'un homme qui refuse d'activer le niveau de violence supérieur réclamé par son propre système. C'est ça. L'anatomie d'une fin de règne ne se lit pas dans les grands discours, mais dans les chèques de la fleuriste et les bouts de scotch sur une photo d'identité. D'ailleurs, il est crucial de rappeler ici un point essentiel sur notre émission. Oui, c'est important. Notre démarche consiste exclusivement à explorer la mécanique factuelle et humaine révélée par cette archive. L'objectif, c'est en aucun cas d'apporter une caution politique, ni de réhabiliter un régime dont l'héritage historique reste profondément lourd. On observe juste comment le pouvoir se comporte au moment précis où le sol se dérobe. Et analyser ces mécanismes de l'intérieur permet de déconstruire les mythes. C'est en affrontant la réalité triviale d'une dictature qui s'écroule qu'on comprend véritablement l'histoire. Complètement. Elle est toujours faite de contradictions, de calculs mesquins, bien loin du manichéisme des légendes. Et ça nous pousse vers une réflexion finale, un truc qui m'a marqué, directement inspiré par les dernières paroles de Supplice dans son entretien. Quand il parle de l'après, c'est ça, hein ? Exactement. Il dresse un constat d'une lucidité super amère sur la transition. Il met en lumière l'impréparation effarante de ceux qui ont succédé au régime. Selon lui, la volonté de reconstruire a été immédiatement dévorée par un esprit de revanche. C'est un schéma malheureusement récurrent dans l'histoire des transitions démocratiques soudaines. La joie légitime de la libération masque souvent le vide institutionnel abyssal laissé par le départ de l'autocrate. Et non avec rancœur. C'est tout le défi. Et ça soulève une vraie idée à méditer. On célèbre toujours le jour de la chute d'une dictature, mais on se prépare rarement au lendemain. Est-ce que l'effondrement rapide d'un système absolu est intrinsèquement voué à créer un vide que la démocratie naissante, sans préparation et sans pardon, est incapable de remplir sainement ? C'est la grande question des lendemains de crise. C'est à méditer pour comprendre pourquoi, si tragiquement souvent, l'histoire bégaye. Merci d'avoir exploré ces archives avec nous et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les rouages du passé.